Bonjour à tous et bienvenue dans Revenons à nos moutons, le podcast énergie positive du lycée Vaclav-Havel, podcast que j'ai toujours l'honneur de présenter avec celui qu'on ne présente plus justement. Bonjour Fabien. Bonjour Samuel. Et comme d'habitude, on va commencer avec les fameuses 120 secondes. Fabien, c'est à ton tour. De quoi tu vas nous parler ? Et bien, comme ce podcast est 100% à but éducatif et approuvé par l'éducation nationale, je vais vous faire le portrait d'une chercheure hors norme, Mariam Mirzakhani. Les 120 secondes, dans quelques secondes, on en trépigne d'avance bien sûr. Dans la suite du podcast, vous le savez, on donnera la parole à un ou plusieurs élèves du lycée. Aujourd'hui, on recevra 2 élèves de terminale, Alissa et Leïla, et on parlera notamment avec elles de cinéma. Et puis pour finir en beauté cette émission de chronique, Madame Baudouin nous parlera de l'échange avec les Slovaques en mai. Et moi je conclurai avec El Famoso agenda culturel pour en savoir plus sur le lycée, ce qui se passe à Bordeaux en général. Il y aura d'ailleurs un petit reportage pour savoir où mangent les élèves à côté du lycée. Revenons à nos moutons, épisode 3. Déjà, on est parti. Revenons à nos moutons. Mais d'abord, pour ne rien rater de Revenons à nos moutons, pour être sûr de suivre toute l'actualité du podcast, suivez-nous sur Insta, @podcast.vaclav, ça nous aidera beaucoup pour gagner en visibilité. Vous y trouverez des infos associées au podcast et notamment des mèmes. Et en attendant, enrichissez votre savoir grâce à ce beau podcast, mais surtout grâce aux 120 secondes de Fabien. Fabien, tu nous parles de Mariam Mirzakhani. Il y a certains destins qui forcent l'admiration. Des hommes et des femmes qui se sont démarqués dans leur domaine et qui ont permis de grandes avancées. Mariam Mirzakhani était de ceux-là. Dévorée par sa passion pour les mathématiques, elle est la première femme à obtenir la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Mais revenons un peu en arrière. Mariam, ou Madame Mirzakhani, est née le 12 mai 1977 à Téhéran. Elle se découvre une passion pour les mathématiques quand elle arrive à l'adolescence et, aidée par le fait qu'elle est scolarisée dans un lycée pour jeunes prodiges, elle va commencer à résoudre beaucoup de problèmes, lire beaucoup de livres et devenir très forte. Elle était forte au point d'obtenir 2 médailles d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, dont une avec un score parfait, chose assez rare pour le souligner. Sa vie va ensuite prendre un nouveau tournant quand elle va partir pour l'université d'Harvard pour obtenir un doctorat. Elle a été supervisée par un lauréat de la médaille Fields, Curtis T. McMullen. Celui-ci a eu le nez creux puisque la thèse que Mariam Mirzakhani a été qualifiée de chef-d'œuvre. Découpée en 3 articles, cette thèse comprend des solutions à des problèmes majeurs des mathématiques en tissant des liens entre eux. En particulier, et c'est là qu'il va falloir faire semblant de comprendre, elle a montré que le comptage des géodésiques fermés simples sur les surfaces hyperboliques est relié au volume de Weil-Peterson des espaces de modules de surface hyperbolique à bord. Passionnant, n'est-ce pas ? Bon, j'ai pas les compétences ni l'envie de vous développer tous les succès qu'a obtenu Mariam durant sa carrière de chercheur. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Non, le plus impressionnant chez Mariam, c'est son statut d'icône. Icône d'abord en tant que femme brillante. La première à obtenir la médaille Fields en plus de 80 ans d'existence. Une icône ensuite en tant que femme iranienne. En effet, en contraste avec la politique très conservatrice du régime, elle a décidé de ne plus porter le voile une fois arrivée aux États-Unis. Son prestige était si grand que malgré cela, elle a été félicitée par le président iranien en personne et son portrait était affiché partout dans le pays. Mariam Mirzakhani n'aimait pas être associée à quoi que ce soit de politique en réalité. Elle était tellement la cible de journalistes que lorsqu'elle se déplaçait, ses amies chercheuses l'accompagnaient et quand elle était abordée, l'une d'elles s'interposait en disant quelque chose comme « Bonjour, vous vous intéressez aux femmes qui font de la recherche ? Ça tombe bien, je suis moi-même chercheuse. Voulez-vous que je vous parle de ma thèse ?» Elle ne vivait pas non plus pour la gloire. En témoigne le fait que ses propres parents ont appris par la télévision, comme tout le monde, qu'elle était lauréate de la médaille Fields. Quand ils lui ont demandé pourquoi elle n'en avait pas parlé, elle a simplement dit que c'est pas grand-chose. Mariam Mirzakhani est morte le 14 juillet 2017, à 40 ans, des suites d'un cancer du sein. Elle laisse derrière elle un héritage mathématique considérable et les hommages partout dans le monde se sont multipliés. Sa carrière aura été aussi prolifique que courte, elle a brillé de 1000 feux avant de s'éteindre prématurément. Les 120 secondes, signé Fabien, avec un très bel hommage à cette mathématicienne, Mariam Mirzakhani, parce que rappelons-le, les mathématiques c'est fantastique. Et d'ailleurs Arte a publié le 1er janvier dernier un portrait vidéo d'1 heure de Mariam Mirzakhani à travers les témoignages de ses proches. Le reportage est disponible sur la chaîne YouTube d'Arte. Tout de suite, c'est les invités de Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Et bonjour Alissa et Leïla de Revenons à nos moutons, bonjour à toutes les deux. Bonjour à toi Fabien.
vous êtes en terminale à Vaclav-Havel et on vous a invité parce qu'on a appris que vous aimiez tous les deux le cinéma. D'ailleurs, je crois qu'après le bac, vous voudriez vous diriger vers une licence de cinéma. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ça avec vous et on évoquera aussi un projet de court-métrage que vous avez réalisé pour le plaisir. Alors d'abord, puisqu'on ne vous connaît pas si bien, le cinéma, c'est vraiment une passion pour vous ? Tu commences. Oui, c'est vraiment une passion pour moi. Moi, ça s'est vraiment émergé pendant le confinement, en fait, où j'ai commencé à regarder des films et je me suis plus arrêtée. Et voilà, et j'ai découvert une passion pour le cinéma. En ce qui me concerne, je dirais pas que c'est nécessairement une passion. Moi, ce qui me passionne, c'est filmer, c'est la vidéo. Mais j'ai des parents qui ont toujours, pour le coup, apprécié le cinéma, notamment avec Luc Besson. Et donc moi, ma passion, ça va plus être la vidéo, mais combiner les deux pour partir dans le supérieur avec, c'était beaucoup plus simple de choisir une licence de cinéma et de tenter de me spécialiser dans ça. Et alors, vous allez souvent au cinéma, par exemple ? En ce qui me concerne, c'est un peu qui tout double. J'ai beaucoup de DVD à la maison, donc je consomme le cinéma en DVD un peu à l'ancienne. Et en ce qui concerne le cinéma, ça fait un peu prétentieux, mais j'aime pas tout ce qui est mainstream et un peu box-office. Donc je vais souvent à l'Utopia à Bordeaux, place Camille Julien. Ouais, pareil pour moi, je vais souvent au cinéma. Enfin, je caractérisais pas ça de souvent parce qu'il y en a toujours plus que nous qui vont au cinéma, il y en a toujours moins que nous. Mais oui, c'est régulièrement et c'est énormément variable en fonction des mois. Après, chez moi, oui, je consomme du cinéma comme on peut consommer des séries parce que les séries, c'est du cinéma. Et il y a d'ailleurs toute cette question qui se pose dans le monde du cinéma, si regarder un film sur son téléphone, c'est mieux que de regarder en salle. Parce que du coup, ça finance pas les réalisateurs de le regarder chez soi. Et voilà, après, il y a vraiment le truc de il faut s'éduquer quand même avec ce qu'on a, avec nos téléphones, même si bon, c'est Netflix. Ça reste quand même une éducation et culturelle du coup. Donc ça peut ouvrir des portes à plein de jeunes comme moi. Et alors justement, aller au cinéma, c'est important ou pas pour redonner confiance au cinéma, voilà, vie au cinéma, pour aller voir des films ? Pour moi, oui, c'est vraiment nécessaire et je pense qu'aujourd'hui, la culture du cinéma, elle est un peu en train de s'éteindre, surtout les cinémas indépendants. Et je trouve que c'est justement plus important d'aller voir des films dans des ciné indépendants de petits réalisateurs, entre grosses guillemets, parce que petits, c'est trop dire, c'est pas les réalisateurs de Harry Potter ni de Star Wars, mais c'est pas négligeable. Je pense que pour faire vivre le cinéma, les réalisateurs et toute cette culture, il faut continuer d'aller au cinéma, oui. Oui, aller en salle. Et justement, sur l'Utopia, c'est un peu ce but aussi là, c'est pas un gros cinéma, enfin c'est quand même... Exactement, c'est un ciné indépendant justement, qui passe des films en noir et blanc, des films du monde entier surtout. Je trouve ça super important aussi de pas se limiter au cinéma américain. On a du cinéma espagnol, du cinéma coréen, du cinéma portugais, du cinéma du monde entier en fait. Et c'est super important de piocher dans chaque pays et de pouvoir s'intéresser aux cultures différentes à travers justement... en plus, c'est ça, maintenant il y a le Pass Culture, donc c'est beaucoup plus facile. Enfin, moi je sais qu'avant le Pass Culture, j'y allais très peu parce que c'est pas évident quoi, d'y aller, surtout si on n'a pas beaucoup d'argent en tant qu'étudiant, c'est compliqué. Donc, Ouais, c'est surtout que grâce au Pass Culture, on peut aller voir pas mal de films, surtout à l'Utopia. On peut faire plein de choses, il faut le rappeler. Exact. Oui. Je m'excuse de te couper, mais l'Utopia aussi propose des prix réduits, notamment le matin, ce qui peut être assez intéressant pour les étudiants. Et sinon, un dernier film que vous auriez vu, enfin que vous avez vu, que vous recommandez, qui vous aurait touché récemment. Le dernier film, je dirais, qui m'a touchée, c'est Pour une femme. Je sais plus le réalisateur, mais ça raconte en fait l'histoire d'une famille qui est en fait d'une femme qui son grand-père meurt en fait et elle retrouve des archives de lui pendant la guerre. Et en fait c'est hyper touchant parce qu'il y a un parallèle en fait avec le présent et le passé et tout le devoir de mémoire. Est-ce que ça a vraiment existé? Et c'est vraiment super super bien fait. C'est un film français et ça m'a vraiment touchée honnêtement. Moi le dernier film qui m'a touchée, c'est A Beautiful Bouquet. J'ai oublié le réalisateur. Je crois que c'est une réalisatrice d'ailleurs. Ouais, on n'est pas très fort. C'est un réalisateur coréen. C'est pas un énorme réalisateur dans mes souvenirs. C'est un film en 2 actes qui nous raconte un peu la vie d'un couple qui justement se rencontre. On voit un peu l'évolution depuis leur rencontre, puis la façon dont le couple éclate et c'est superbement réalisé. Et c'est vraiment touchant à voir. Voilà. Et donc en plus de regarder les films, vous en filmez. Alors là, c'est l'instant promo. Parlez-nous un peu de ce projet que vous avez fait récemment.
Alors récemment, on a décidé, notamment grâce au proviseur et à la surveillante Anna, qui nous ont gentiment prêté leur matériel, de filmer un mini court-métrage. C'est pas un court-métrage, c'est un court-métrage. Voilà. Et du coup, ce court-métrage, il est inspiré d'un manga de Inyo Asano qui se nomme Bonne Nuit Poun Poun. On n'a toujours pas trouvé le titre, mais on l'a filmé et donc on est sur le montage. On est sur le montage là. Après, ouais, moi j'ai un peu co-réalisé avec Alissa parce que c'est à la base son idée, du coup, et elle m'en a fait part. Et comme on veut toutes les deux faire des études de cinéma, je l'ai aidé quoi. Et il sort quand ou ça Alors bonne question. En fait, on avait comme idée de le projeter à l'Agora. De le projeter à l'Agora, ouais. Comme ça c'est accessible à tout le monde et tout le monde voit ce qu'on a fait avec le club audiovisuel, avec l'aide du proviseur et d'Anna. Sauf que on sait pas trop quand. Là il y a les épreuves du bac. Voilà. On est en terminale, donc dans 2 semaines on a les épreuves du bac. Pour la fin du montage, je pense qu'on se donne un peu la mi-avril, oui. Mi-avril, ouais. La mi-avril, peut-être fin avril, le terminer et donc le projeter à l'Agora et ce sera sûrement disponible sur mon compte d'art Instagram. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui. Après, la projection à l'Agora, il faut qu'on en parle au proviseur. Mais ça dépend en fait la durée, parce que c'est un short film, donc forcément, les gens ne vont pas venir pour 15 minutes, quoi. Donc, faut encore qu'on s'organise par rapport à ça. Ouais. Parce que vous disiez un montage encore jusqu'à mi-avril, donc c'est quand même assez conséquent, je trouve, pour monter tout ça. Ouais. Mais vous avez été satisfaite du résultat quand même pour avoir monté tout ça Quand on a vu les rushs, on les a longuement regardés, on les a triés également, parce que forcément, il n'y a jamais de super bonnes prises d'un coup. On a trié les prises, on a gardé les meilleures. Et les meilleures, en effet, étaient vraiment satisfaisantes. Ouais. On remercie Lilou, d'ailleurs, de nous avoir prêté son joli visage. Merci, Lilou. Voilà. Après, c'est surtout le choix artistique après le tournage. Parce qu'en fait, il y a plein de choix. Il y a les couleurs, il y a la musique. Donc, c'est hyper important. Et oui, ça prend du temps. Les films, généralement, ils sont sur des films qui se font en 3 ans. Quoi. Donc, il y a vraiment un post-montage qui est très important dans le monde du cinéma. Ouais. Est-ce que vous aimez filmer des choses en particulier ? Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer à travers vos films ? C'est 2 questions en une, mais... Non. Ok. Un message à faire passer... Je dirais pas un message, mais il y a des thématiques qui m'inspirent plus que d'autres. J'ai tendance à aimer tout ce qui touche un peu au dramatique et à l'absurde. C'est généralement ce genre de choses que je veux vouloir interpréter et mettre en lumière dans ce que je filme. Voilà. Ouais, après, moi, par rapport au fait d'aimer filmer, en soi, moi, je sais pas si ça vous arrive, vous marchez dans la rue, vous trouvez genre un truc beau comme ça. Oui. Et en fait, c'est toute cette idée-là de romantisation de la vie, de filmer. En romantisant, parce que y a des petits trucs qui sont beaux en fait. Tu marches dans la rue, tu vois un petit truc beau, tu le filmes, et rien que ça en fait, je pense que c'est ça aussi l'essence du cinéma, ça soit sur le vif en fait. Et du coup j'aime bien filmer des petits trucs comme ça. Et après un message à faire passer. Je sais que dans le cinéma, il n'y a pas tout le monde qui a sa place, c'est un milieu très élitiste, surtout en tant que femme ou en tant que personne racisée. Donc c'est vraiment... J'aimerais vraiment bien les représenter en fait dans ce que je fais, les représenter hors des clichés, hors des sentiers battus. Et ouais, j'aimerais vraiment ça. Après, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le monde du cinéma, les stéréotypes. Donc j'aimerais vraiment changer ça. Et voilà. Quelque chose que je trouve formidable, c'est vos images. J'en ai vu quelques-unes. Elles sont très très belles. Alors comment vous faites ? Merci. Vous représentez tel ou tel endroit, comment est-ce qu'il va rendre dans la caméra ? Vous avez une image mentale, comment ça va rendre ? Alors, pour répondre à ta question, avant j'avais ce truc de toujours tout écrire, parce qu'on m'a toujours dit que pour bien réaliser, il fallait tout écrire. Puis j'ai commencé à regarder les films d'un réalisateur qui s'appelle Hong Sang-soo, c'est un réalisateur coréen. Et la particularité de ce réalisateur, c'est qu'il n'a pas de script. Donc les acteurs arrivent et puis c'est totalement improvisé, plus ou moins improvisé. Et donc on filme de la même façon, c'est-à-dire qu'on se rend sur le lieu, on regarde le lieu, on regarde la personne qu'on a en face et là, les idées fusent, quoi. Donc on se dit, tel endroit me plaît, donc on filme telle scène, tel plan. Après, il y a peut-être une réflexion autour du plan, si c'est en contre-plongée, si ça va être genre un extra. J'ai les noms en anglais mais pas en français des plans.
honteux. Moi, les idées de plans, en fait, et souvent quand j'écoute des musiques, ça me fait penser à un univers, à un aspect. Et du coup, j'imagine le plan directement et j'imagine avec la musique, du coup. Et ouais, c'est comme ça que me viennent ces idées-là. Donc, je les conserve dans un coin de ma tête pour après le faire avec les moyens du lycée. Et après, c'est l'expérience, c'est la pratique, parce que pour le commun des mortels, c'est compliqué de faire tout ça. Donc, c'est vraiment de la pratique, de l'expérience, etc. Ouais. C'est beaucoup de pratique et d'entraînement, je pense. Genre, actuellement, je serais incapable de dire que oui, j'ai un bon niveau en vidéo, un bon niveau en montage. Loin de là, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je pense justement que l'expérience et l'apprentissage, ça forge à peu près le bagage qu'il faut pour justement produire de jolies choses. Ouais, parce qu'après, c'est vrai, c'est le fait on a plein d'idées en tête, on a plein de choses en tête, et le fait de les mettre en application, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Et quand on veut se mettre à l'œuvre, c'est vrai qu'il y a un grand décalage avec ce qu'il y a dans nos têtes, quoi. Pour finir, est-ce que vous avez des idées de projets pour bientôt ? Est-ce que vous avez commencé à préparer quelque chose après ce projet ? Parce que je pense que c'est pas encore fini, mais pour se projeter dans l'après, après le bac, tout ça. Ouais, après le bac. Et avec Alissa, on avait encore un projet commun, et avec une autre copine à nous également. Et c'était en fait, ça serait de faire une série cette fois-ci, une série qui en fait retranscrit la vie de personnages, donc un épisode par personnage, un peu comme Euphoria, je ne sais pas si vous connaissez, et un peu dans ce même esprit-là, et avoir en fait une voix off de eux qui parlent, et une petite citation au début qu'ils aiment bien, qui les ont inspirés à faire ce qu'ils aiment, et ouais, on avait ça, mais... Pour ce projet, on avait sollicité nos amis beaucoup par rapport à leur trajectoire, notamment sur l'adolescence en fait. Exactement. On avait pris des passages des journaux intimes de ces amis en question. En ce qui me concerne, après ce projet-là, j'aimerais justement un peu plus me spécialiser dans ce qui pourrait potentiellement me plaire, c'est la réalisation de clips vidéo, donc commencer comme ça et voir où ça mène. C'est ça, parce que la musique a un rôle très très important, la BO, dans les plans, dans le cinéma, et moi c'est d'ailleurs un réalisateur qui s'appelle Xavier Dolan, donc mon réalisateur préféré, qui met vraiment en avant la diversité des musiques en fait dans ses films, et je trouve ça très très important parce que ça nous emmène en fait dans l'atmosphère, et que certes regarder des plans ça inspire pas autant forcément que sans musique. En parlant de musique, justement, Alissa et Leïla, pour finir cette interview, on vous avait demandé de choisir une chanson pour pouvoir la diffuser, et vous avez choisi Baladeur de Salut c'est cool, le remix d'ailleurs. Alors pourquoi ce choix, rapidement? Le remix de Baladeur, parce que je trouve la chanson très inspirante, dans le sens où elle est assez monotone, mais les paroles sont assez évocatrices si on s'y penche vraiment et si on essaie de les comprendre. Ouais, moi c'est Alissa qui me l'a fait découverte, et en fait on la met souvent parce que des fois juste on se pose et on parle cinéma et on aime bien la mettre en fond. Voilà, ça représente un peu bien notre amitié. Et alors, Baladeur de Salut c'est cool, c'est le choix musical de Leïla et Alissa qu'on écoute maintenant dans Revenons à nos moutons. À tout de suite. Il fait froid dehors, y a pas de chauffage. J'ai la main qui surfe sur les murs, et mes doigts font des figures. Je fais défiler le boulevard. Sur le trajet, y a de jolies sculptures. Certains bâtiments brillent et d'autres non. J'ai envie de faire les carreaux, mais je suis pas équipé. J'ai juste mon anorak. Mon anorak fait de la musique au contact de ma peau. Mes mouvements sont des grains de beauté. J'envoie des boules d'énergie. Les poissons dorment sur la glace. J'ai envie de les caresser, mais c'est pas approprié.
poissonnier. C'est sale. Les portes automatiques s'ouvrent avant que j'y pense. Merci. J'ai trouvé un banc, je vais m'y installer pour un moment. Je ramène mes affaires, tout est parfait. Je vais pouvoir observer mes pensées. Je les regarde passer comme dans l'imprimante. Ouvrage, papier. Et à l'instant, c'était Baladeur de Salut, c'est cool dans Revenons à nos moutons. Tout de suite, c'est le billet de Madame Baudouin. Revenons à nos moutons. Bonjour Madame Baudouin Bonjour. et bienvenue dans ce podcast. Vous êtes professeur d'histoire géo au lycée Václav Havel et aujourd'hui vous avez choisi d'évoquer un beau projet entre Bègle et Bratislava, à savoir un échange avec des élèves slovaques. Alors comment a débuté ce projet ? Eh bien, parfois, le hasard fait bien les choses. Un lycée de Bratislava cherchait en 2014 un lycée français pour un partenariat. Et moi, je me suis dit, comment, en se nommant Václav Havel, premier président de la Tchécoslovaquie démocratique, comment refuser une telle proposition ? Donc, j'ai répondu immédiatement oui. Et M. Chauvet, proviseur du lycée à l'époque, a soutenu dès le début l'aventure. Donc, c'était un partenariat avec un lycée de Bratislava qui a une section franco-slovaque. Les élèves apprennent donc le français, ont un enseignement de français pendant 20 heures par semaine la première année, ce qui ne ferait pas lire d'envie tous mes collègues linguistes. Et les 4 années suivantes, puisque le baccalauréat chez eux dure 5 ans, chaque lycéen a au moins 4 heures de français, mais également ce que nous appelons en France des disciplines non linguistiques. Donc c'est plutôt des disciplines scientifiques à Bratislava. Et ainsi, dès mars 2015, 32 élèves de notre lycée sont partis en Slovaquie, donc aux frontières orientales de l'Union européenne. Et à quels élèves s'adresse plus particulièrement l'échange ? Alors, monsieur Boudot et Madame Virmont m'ont très vite rejointe et nous nous adressons plus particulièrement à tous les élèves de seconde et de première. Alors, tous les élèves de notre lycée, c'est-à-dire les sections générales, technologiques et professionnelles. Nous mettons à contribution tous nos collègues d'histoire-géographie pour mobiliser des élèves. Et tous les ans, depuis 2015, une trentaine d'élèves français participent à l'échange, y compris cette année scolaire 2022-2023. Et justement, comment se déroule cet échange ? Alors, dans un premier temps, nous formons des binômes d'élèves français et slovaques qui correspondent à distance pendant quelques semaines. Et dans un deuxième temps, les Français vont en Slovaquie, en immersion complète dans une famille slovaque pendant donc une semaine. La langue ne doit normalement pas être une barrière puisque les élèves slovaques parlent très bien le français. Et dans tous les cas, nos élèves peuvent échanger avec la famille en anglais. Donc, des visites sont organisées auxquelles nous participons. Bratislava, qui est une petite capitale européenne, très riche en histoire, pour vous dire, l'armée napoléonienne a laissé un souvenir sous la forme d'un boulet de canon. Depuis, heureusement, la France et la Slovaquie ont des relations beaucoup plus amicales. Donc, nous visitons également la Hongrie, l'Autriche, qui sont très proches de la capitale slovaque. Nous visitons donc deux métropoles, Vienne et Budapest. L'histoire de l'Europe centrale est extrêmement riche et nous allons par exemple aussi sur la limite où se trouve le rideau de fer, où se trouvait le rideau de fer, sinistrement célèbre.
Le séjour est très très riche, le programme est très dense et passionnant. Et pendant une semaine, des liens entre élèves se tissent et une vraie classe franco-slovaque se constitue. Donc, dans un troisième temps, les Slovaques viennent à Bègle. Donc, après un périple en bus de 2 jours, les élèves sont accueillis chez leurs correspondants, en famille. Là aussi, c'est une immersion dans une famille française. Et à notre tour, nous faisons découvrir aux élèves slovaques les trésors de notre région. La dune du Pilat, bien sûr, Bordeaux, Saint-Émilion. Et la découverte de l'océan pour un jeune d'Europe centrale est toujours un moment exceptionnel. Cela permet aussi à nous, Aquitaines, de prendre conscience de la chance que nous avons de vivre dans cette belle région. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas un voyage comme un autre, c'est un véritable échange qui se noue tout au long de ces étapes. Et qu'apporte cet échange au lycée et aux lycéens de Bègle ? Alors tout d'abord, pour notre établissement, c'est une fois de plus une ouverture à l'international. Et d'ailleurs, cette année scolaire, l'ambassadeur de Slovaquie a absolument voulu venir nous voir et nous l'avons reçu avec M. Ballarin, proviseur du lycée. Donc nous avons reçu son Excellence l'ambassadeur de Slovaquie qui est très heureux et qui est très enthousiaste à propos de notre projet. Donc c'est une ouverture unique, extraordinaire que de découvrir un pays situé à plus de 2000 km de nous, bien sûr. Les élèves, aussi bien français que slovaques, d'ailleurs, se découvrent mutuellement. Alors, ils se découvrent très différents, mais aussi très, très proches. Ils sont avant tout lycéens et aiment un peu les mêmes choses, la BD, les mangas, la cuisine, la K-pop. Donc, modestement, mais profondément, ce partenariat qui a maintenant 8 ans participe à l'approfondissement de la construction européenne et au rapprochement des peuples. La pandémie nous a confinés chez nous, repliés sur nous-mêmes. Et le contexte actuel nous empêche d'organiser le voyage des élèves français dans un pays frontalier de l'Ukraine. Mais M. Ballarin a soutenu l'idée de poursuivre, malgré les obstacles, le partenariat. C'est pourquoi cette année, 30 élèves français de seconde et de première ont accepté d'accueillir leurs camarades slovaques sans pouvoir aller à Bratislava, ce qui est évidemment extrêmement frustrant. Donc 30 élèves slovaques seront à Bègle du 3 au 10 mai dans notre établissement. Pour nous, professeurs, c'est un vrai signe d'engagement citoyen. Et je profite d'ailleurs de ce podcast pour remercier infiniment les élèves et leurs familles partant dans cette aventure. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. M. Boudot, Mme Virmont et moi-même espérons bien relancer les échanges réciproques et réels dès que possible. Et je conclurai ma présentation de ce beau projet par la devise de notre lycée qui apparaît très souvent sur nos écrans. La sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, la pensée humaine, la responsabilité humaine, a dit Václav Havel. Nous prenons part, très modestement, mais très sincèrement, à notre façon, à rendre plus vraie cette phrase de Václav Havel. L'échange avec les Slovaques mené par Madame Virmont, Monsieur Boudot et donc Madame Baudouin, qui vient de nous le présenter. Merci beaucoup à vous, Madame, pour votre passage dans ce podcast. Merci. Tout de suite, c'est l'agenda culturel avec Samuel. Revenons à nos moutons. L'excellente rubrique pour en savoir plus sur le lycée et sur la ville de Bordeaux, bien sûr. Oui Fabien, et on commence évidemment avec le lycée. Et vous le savez certainement, mais les lycéens ont de temps en temps des heures de trou qu'ils peuvent passer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Et ça arrive que les élèves aient une petite, voire une grosse faim. Ils se rendent donc dans un restaurant ou un magasin à côté du lycée. Alors il y en a pour qui c'est un peu une habitude, d'autres moins. En tout cas aujourd'hui, on a voulu savoir où aiment manger les élèves de Václav Havel. Nos reporters Lilou et Omeima ont réalisé un micro-trottoir au lycée. Je vous laisse donc découvrir le palmarès des restaurants à côté de Václav. Je vous laisse écouter parce que c'est joli. Bon, allez-y, je ferme les yeux. Est-ce que vous pouvez nous donner une tier list des meilleurs restos près du lycée, genre ? Le meilleur, je dirais le tacos. Pour le prix ou pour la qualité ? Les deux. Au tacos, point. Ouais. HFC Et McDo. Ok. Mais il est pas très à côté, mais McDo. Ah ouais, bah non, mais en vrai, je dirais McDonald's. Genre, je suis allée 2 fois avec des potes, c'est tout. Après, sinon, je reste seule. Voilà. Que des pros américains ici. Alors, enfin, moi, je reste qu'au tacos, perso. Par rapport qualité-prix, moi, je dis Aldi en premier. Non, le Qingdao. Oui, le Qingdao. Le Qingdao. Rapport qualité-prix, l'orientail à d'autres. Tier list S, en S, vraiment le Qingdao. Voilà. Parce que voilà, monsieur pas adorable, cher. le monsieur adorable est pas cher et c'est bon. On a tout en 5 minutes et tout. On a le HFC qui est pas cher et on mange quand même pour... À Columbus Café.
Parce que leurs ciabatta, elles sont bonnes. Et les gâteaux et le chai latte aussi. Surtout le chai latte, c'est le meilleur de Bordeaux, je trouve. Aldi, parce que rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. En 1, bah chez moi. Non, tout est bon. Les sandwichs en triomphe de Aldi. C'est juste l'inflation des tacos. Les frites qui étaient à 1,50 qui sont passées à 2 €, moi j'ai pas l'argent. Dans des magasins de sushi. Qu'est-ce que tu apprécies dans les magasins de sushi? Les sushis. Voilà un bien beau reportage pour en apprendre plus sur le quotidien des lycéens. En tout cas, c'est certainement Otakos et Aldi qui s'en sortent le mieux d'après ce qu'on a pu entendre. Une dernière info pour le lycée. Le 24 mars aura lieu une collecte de sang à la Rotonde. Une opération qui avait déjà été réalisée au lycée. L'occasion de s'associer avec l'établissement français du sang pour collecter quelques poches. Mais souvenez-vous qu'il faut être majeur pour pouvoir donner son sang, évidemment. Le lycée a donc toujours son actualité, mais Bordeaux également mérite notre attention. Oui Fabien, alors je pourrais citer tous les événements du moment et à venir, mais ça nous prendrait beaucoup trop de temps, alors on va plutôt évoquer différentes thématiques, stages, concerts et même mobilité. Et on commence justement en faisant un détour par la ville de Bègles qui propose un stage de clown le week-end du 18 et 19 mars 2023. Alors un stage de clown, ça peut tout de suite faire un peu peur et je comprends, parce qu'on se dit qu'un clown est là pour faire rire la galerie, faire le pitre et rien d'autre, mais il faut savoir que ce qu'on appelle l'art du clown est bien plus complexe que ce qu'il en a l'air. En témoigne Alain Gautret, un clown et comédien français qui disait « Le clown, c'est vraiment à part. Ça demande une précision absolue 10 fois plus que dans un travail théâtral. » Fin de citation. Quand on est clown, il faut savoir faire preuve d'une grande autodérision et de beaucoup d'improvisation pour provoquer le rire. C'est une recette savante dont il faut savoir doser les ingrédients entre profondeur et légèreté tout en allant chercher ses faiblesses intimes. Il y a un réel travail sur soi à effectuer afin de révéler la personnalité de chacun et de maîtriser les techniques théâtrales, que ce soit l'attitude, les gags ou encore les pantomimes. Tout ça ne vient pas tout seul et c'est justement le but de ce stage, découvrir et approfondir l'art du clown. Accompagné d'un artiste-interprète, vous essaierez d'atteindre de nombreux objectifs comme favoriser la mise en confiance, renforcer sa créativité et rire de l'imperfection. Ça se passe à la salle Deltaï de Bègles les 18 et 19 mars, ça coûte quand même 100 €. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l'amicale laïque de Bègles. Après, si décidément vous n'aimez pas être sur le devant de la scène, que vous préférez être dans le public et qu'en plus vous aimez le rap, alors vous aimerez peut-être Ben PLG, un artiste aux 6 albums qui passe au Rocher de Palmer de ce nom le 25 mars. La plupart de mes chansons sont sans titre. Je veux surtout pas devenir une icône. Je suis que les rêves de ma mère dans un corps d'homme. Alors j'éclaire ma vue à la fenêtre avant de tremper mes yeux dans du formol. Toi tu voudrais que j'ignore et que je rigole, mais y a que la vérité qui fait que je frissonne. La conscience au plafond avant de m'y dort. Ou bien j'allume mon âme ou bien je m'isole. Il est originaire du Nord, précision que je suis obligé de faire puisque l'univers de sa musique est très souvent en lien avec cette région. Ben PLG livre des récits personnels au travers desquels il évoque sa jeunesse difficile et les journées moroses qu'il a traversées. Dernièrement, il a sorti une trilogie d'EP intitulée Réalité Rap Musique, 24 titres en tout qui mélangent rap et électro. Ben PLG y reste sincère, il a toujours été peu confiant, dit-il, mais ça va de mieux en mieux. Au fil des albums, il continue de raconter ce qu'il appelle la vie normale, c'est-à-dire des situations banal, quand on fait ses courses par exemple. Sur la pochette de son album Parcours accidenté, on le voit dans un bus, nouvelle situation du quotidien. Selon lui, c'est un lieu mystique où on croise plein de gens avec des profils très différents, un endroit où on peut tout raconter. Je suis à 1 mois de la sortie d'un album, à 3 mois de la trentaine, à quelques mètres du haut de la colline. Shai m'a pas trouvé assez motivé, donc je regarde dans le flou quand faut que j'explique. Ça fait 30 minutes que j'ai coupé le contact, seul dans le garage à me demander où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. Quel combat trop dans ma terre, dans nos cœurs des hématomes, y'en a trop, j'ai ma dose. Je sais pas quand je vais craquer, j'ai chaud, continuer, je sais pas si j'ai le choix, qu'est-ce qui se passe dans ma tête si j'échoue. Ben PLG signifie Ben pour la gloire, alors de la gloire en aura-t-il ? Pour l'instant c'est bien parti, pour en être sûr vous pouvez aller le voir en concert au Rocher de Palmer à Senon, c'est le 25 mars à 20h30 et ça coûte entre 12 et 17 €. Et
puis un dernier mot pour vous parler mobilité à Bordeaux. Vous les avez peut-être remarqués sur les quais, pas très loin de la porte de Bourgogne, 2 modèles de télécabines. Car oui, la ville de Bordeaux réfléchit actuellement à l'installation de télécabines au nord de l'agglomération qui relierait la rive gauche et la rive droite. Alors il faut savoir qu'une concertation a été lancée entre décembre et février pour recueillir les avis des habitants. Et il y a une réponse qui ressort un peu plus, c'est l'éventuel effet gadget des télécabines, c'est-à-dire les utiliser uniquement pour leur attrait touristique et non pas pour leur utilité. Quoi qu'il en soit, le but du projet est tout de même de désengorger le tram A qui dessert la rive droite, zone en plein développement, et donc de créer une alternative par câble qui desservirait d'un côté les quartiers Bacalan et Achard et de l'autre la Butinière. Le verdict pour savoir si la ville continue ce projet est attendu en mai, et si le projet est validé, la mise en service est espérée pour 2028. Alors pour l'instant, prenons de la hauteur parce que les télécabines seront perchées à 70 mètres de haut et nous offriront quand même une vue imprenable sur notre ville de cœur. Et un autre concert rap incontournable en avril à Bordeaux, c'est celui de Bébé Jacques à la Rock School Barbet. Ça promet d'être absolument incroyable. Et ce sera tout pour cette fois. Merci à tous ceux qui sont arrivés là. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à participer à sa diffusion en le partageant, en parlant autour de vous, etc. etc. Merci à mon co-animateur Samuel. Merci Fabien. Merci à Alissa et Leïla d'avoir gentiment accepté de nous répondre à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Madame Baudouin d'être venue pour nous parler de cet échange slovaque. Merci enfin, comme d'habitude, à la direction du lycée de nous permettre de diffuser ce podcast. On se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode de Revenons à nos moutons qui s'annonce une nouvelle fois homérique. A plus.